Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation de la loi de finances 2022, organisée par les experts comptables, les notaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les organismes de gestion agréés. Comme l'an dernier, nous avons fait cette présentation selon la forme d'émissions de télé. 4 vous sont présentées, l'une consacrée à la fiscalité des particuliers, l'autre des entreprises, la troisième aux mesures concernant le nouveau statut des indépendants, et enfin, c'est l'objet de cette émission, à laquelle nous vous convions, les relations avec l'administration fiscale. Information très importante, toutes ces émissions ainsi que la documentation relative à tout ce qui nous a servi pour préparer les présentations, les conférences, sont disponibles sur les sites internet des organismes organisateurs de cette manifestation. Je vous invite évidemment à vous y rendre sans tarder. Sur notre plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Elsace, bonjour, qui est juriste fiscaliste au Centre pluridisciplinaire de gestion, et Franck Naffien, expert comptable. Bonjour. Alors, cette notion de relation avec l'administration va être particulièrement centrée sur l'examen de conformité fiscale, ce qui est quand même qui se met en place maintenant, même si ce n'est plus tout à fait une nouveauté. Mais on va commencer d'abord par le premier chapitre qui concerne les infractions et les sanctions. Alors pour faire simple, c'est dans le droit fil de la loi ESSOC qui, si je ne me trompe pas, admet la bonne foi et le droit à l'erreur, par contre, est très sévère avec les fraudeurs. C'est exactement ça. Effectivement, c'est une logique qui a été adoptée depuis la loi ESSOC d'août 2018, qui est de faire preuve de mansuétude envers les entreprises de bonne foi et d'assouplir les règles à leur égard, mais par contre de durcir les règles vis-à-vis des entreprises qui se placent dans des qualifications de fraude. Et donc la loi de finances pour 2022, dont chaque année dans les lois de finances on avait des illustrations de la mise en œuvre de ces principes, et la loi de finances pour 2022 a rajouté quelques dispositions à ce titre-là, notamment en matière d'infraction aux règles de facturation. En fait, une disposition existait déjà, puisque le Code général des impôts prévoyait une amende de 50% du montant de la transaction lorsqu'une opération ne donnait pas lieu à délivrance d'une facture. C'est une expression pudique pour dire une opération. Travail au noir, quoi. Voilà. L'amende était cependant réduite à 5% lorsque le professionnel pouvait prouver que l'opération avait été comptabilisée. Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette mesure et a estimé que l'amende n'était pas constitutionnelle car elle méconnaissait le principe de proportionnalité des peines. Mais ce n'est pas pour autant que les fraudeurs ont été absous, puisqu'en fait le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions seront abrogées avec report au 31 décembre 2021. Il a donc laissé le temps aux législateurs de mettre les choses en ordre et de prévoir quelque chose qui respectait les principes constitutionnels. C'est ce qui a été fait donc dans la loi de finances avec une modification donc du Code général des impôts qui s'applique à partir du 1er janvier 2022. Donc en fait, on est toujours encore sur la même logique, à savoir que si une opération est faite sans délivrance de facture et sans comptabilisation, on a une amende de 50% de la transaction, mais cette fois-ci, la loi a fixé en fait un plafond annuel. 375 000 €, ce qui est quand même un montant déjà conséquent. Il y a également en fait une solidarité en paiement de cette amende si le client est un professionnel. S'il y a absence de délivrance de la facture, mais que l'entreprise peut démontrer qu'elle a comptabilisé la transaction, l'amende continue d'être réduite à 5% du montant de la transaction et le plafond du total de ce type d'infraction est fixé à 37 500 € par exercice. Et les mêmes sanctions s'appliquent en cas de défaut de production d'une note en cas de travaux immobiliers réalisés pour un particulier. Alors, en cas de première infraction, il y a également de la mansuétude de l'administration ? Voilà, c'est le pendant. On est plus dur avec les fraudeurs, mais on est plus conciliant avec les personnes qui se seraient trompées de bonne foi. Et donc, en fait, il y a un certain nombre d'infractions où les amendes ne seront pas dues s'il s'agit de la première infraction. On peut citer le non-respect en fait, des règles de e-invoicing ou e-reporting, c'est les règles sur la facturation électronique. Lorsqu'il y a des inexactitudes ou des omissions dans les factures, l'amende ne sera pas due
Donc, si c'est la première infraction de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, ou alors si l'infraction est réparée spontanément, ou bien dans les 30 jours d'une première demande de l'administration. Donc, illustration du droit à l'erreur. Alors, autre nouveauté, la notion d'obstacle à l'accès aux documents informatiques avec des amendes majorées. Franck. L'administration fiscale dispose effectivement d'un droit de visite et de saisie de documents, notamment pour venir constater des infractions, que ce soit à la législation sur la TVA ou sur les impôts directs. Il peut arriver par moment que certains contribuables empêchent l'administration de venir dans les locaux, de saisir des pièces, de consulter ces pièces. On est clairement dans une obstruction manifeste et comme la tendance est à l'augmentation, là, il y a une sacrée augmentation des amendes puisqu'on passe de 10 000 à 50 000 euros pour des obstacles, des obstructions faites lors de la visite du contrôleur fiscal, que cette obstruction ait lieu dans les locaux de l'entreprise, dans des locaux du représentant de l'entreprise. L'amende passe également de 1 500 à 10 000 euros quand il y a 2 obstacles qui sont faits dans d'autres cas, notamment dans les locaux d'un tiers. Ça concerne aussi le contribuable qui aurait oublié malencontreusement le code d'accès à son ordinateur. Le refus de communiquer les mots de passe et les codes d'accès fait effectivement partie des obstructions et des obstacles à la visite du contrôleur des impôts. Alors là également des sanctions, l'interdiction d'imputer les déficits et réductions d'impôts en cas de manquement grave. Il y a effectivement, lorsqu'on a certains types d'infractions qui sont commises, on ne peut pas les payer en imputant ou payer les droits correspondant au redressement en les payant avec des déficits ou avec des réductions d'impôts. Ça concernait jusqu'à présent les défauts, les retards ou les insuffisances de déclaration, l'opposition au contrôle fiscal que l'on vient d'évoquer ou certaines activités illégales. Cette interdiction est désormais étendue notamment aux infractions relatives à des comptes bancaires étrangers qui ne sont pas déclarés, à la présence à des actifs détenus dans des trusts qui ne sont pas déclarés, ou à des sommes qui sont détenues dans des contrats de capitalisation ou dans des contrats d'assurance vie qui sont eux-mêmes détenus à l'étranger et non déclarés. Nouveau chapitre, nous arrivons à l'examen de conformité fiscale. On en a déjà parlé l'an dernier, on en reparle cette année parce que ça se met en place et aussi bien au niveau des experts comptables que des centres, les organismes de gestion agréés, ça commence à se faire petit à petit. Nous allons étudier ce sujet en commençant par écouter d'abord Françoise Coulonja. L'examen de conformité fiscale est confié à un tiers, soit un expert comptable, soit un commissaire aux comptes, soit une entreprise tiers, un tiers indépendant, qui va mener un audit qui est préétabli à partir de 10 points de contrôle qui sont fixés par la norme, 10 points de contrôle obligatoires qui vont permettre de garantir la conformité fiscale de l'entreprise. L'expert comptable est le principal interlocuteur de l'entreprise. Il peut lui proposer l'examen de conformité fiscale, mais celui-ci peut être aussi confié à un commissaire aux comptes ou à une association de gestion agréée ou un centre de gestion agréé. Le chef d'entreprise est libre de le confier à qui il veut. L'administration fiscale sera informée de l'option pour l'examen de conformité fiscale sur la déclaration de résultats. Il y a une case à cocher. Cette option sera suivie dans les 6 mois d'un compte-rendu de mission qui reprendra les 10 points d'audit et une certification de la part de l'expert qui aura validé le compte-rendu de mission, la certification de la conformité de la déclaration. Une entreprise qui opte pour l'examen de conformité fiscale témoigne déjà d'un certain civisme parce qu'elle s'ouvre et elle explique qu'elle a une conformité fiscale par rapport aux règles qui lui sont imposées. Et puis l'autre avantage, c'est qu'en cas de contrôle fiscal, s'il y a un rappel sur un point examiné dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, il n'y aura pas de pénalité sur ces points de rappel. Et maintenant, c'est au tour de Jean-Jacques Hellé de nous donner son point de vue sur cet examen de conformité fiscale. Il y a une évolution des missions des centres de gestion agréés. Il est connu que la majoration de 1,25 a été supprimée en sifflet. Sa dernière application se fera sur les comptes de l'exercice 2022.
Donc les centres vont effectuer leur dernière mission en 2023 et à ce moment-là, ce sera terminé. Le législateur qui a quand même besoin d'une certaine sécurité ou une certaine assurance fiscale sur les déclarations qui sont déposées a mis en place une nouvelle mission qui est la mission ECF, examen de conformité fiscale. Cette mission ECF est donc applicable dès la clôture des comptes 2021 qui vont donc être déposés sur ce premier trimestre au premier semestre et cette mission est dévolue à la profession comptable et aux OGA principalement. En quoi consiste-t-elle? Toujours pour l'administration dans cette volonté d'obtenir une assurance fiscale, une conformité au texte des déclarations qui sont déposées, a mis en place des pistes d'audit et donc cette ECF concerne un catalogue de 10 questions et exclusivement 10 questions. Ce catalogue de questions ne s'appliquera pas de la même manière selon le régime fiscal. Donc pour un BNC, on pourrait être concerné par 5 questions. Par contre, pour un BIC ou un commerçant, ça pourra être le catalogue complet des 10 questions qui doivent être revues. Donc l'impact de la mission ne sera pas le même suivant le régime fiscal de l'adhérent. Corinne, on a parlé tout à l'heure de la loi ESSOC. On va un peu en reparler pour poser le décor, puisque peut-être que tout le monde ne se souvient pas exactement de ce que c'est. Effectivement, donc c'est une loi du 10 août 2018, ESSOC pour État au service d'une société de confiance. L'objectif de cette loi était d'instaurer une relation de confiance avec une administration de conseil et de service, et notamment en fait d'améliorer la sécurité juridique des entreprises. Au niveau du positionnement de l'administration fiscale en cas de contrôle, son positionnement est relativement clair, à savoir que l'administration souhaite renforcer la lutte contre la véritable fraude en engageant plus fréquemment des poursuites pénales, mais parallèlement d'améliorer ses relations de confiance avec les entreprises qui ne commettraient que des erreurs de bonne foi et par là même en fait d'améliorer leur sécurité fiscale. Donc, issue de cette loi ESSOC, une nouvelle relation de confiance qui a été mise en œuvre à partir de 2019 et qui repose en fait sur 7 mesures qui concernent, je dirais, les entreprises au sens large. En ce qui concerne les PME, il y a un accompagnement fiscal personnalisé que les PME peuvent demander auprès de la DGFiP. Au niveau des grandes entreprises et des ETI, il y a un partenariat fiscal pour des questions spécifiques qu'il faudrait résoudre. La démarche spontanée de mise en conformité fait partie de cette relation, l'amélioration du dialogue et des recours en cas de contrôle, la mobilisation pour les rescrits, l'appui aux entreprises à l'international et 7e et dernière mesure, l'examen de conformité fiscale par un tiers de confiance. Alors, l'ECF, c'est un engagement libre et volontaire, en tout cas pour le moment. Pas question de le rendre obligatoire, enfin pas en tout cas d'une façon officielle. Est-ce qu'on peut quand même décrire un peu, c'est quand même très exigeant, ça demande quand même pas mal d'attention à la fois du praticien comme de l'entreprise. Oui, en fait, c'est un examen de conformité qui est en fait fondé en fait sur un engagement libre et volontaire de l'entreprise qui se place en fait dans une perspective de civisme fiscal. En gros, je n'ai rien à cacher. Je le dis à l'administration fiscale. Ça marque en fait la volonté de l'entreprise d'appliquer correctement les règles. En contrepartie, si des erreurs sont détectées, l'entreprise bénéficie du droit de les rectifier sans qu'il y ait de pénalisation qui soit appliquée. Et l'examen de conformité fiscale vaut également mention expresse, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de pénalité ou d'intérêt de retard s'il y a des rehaussements sur des points qui auront été vus dans le cadre de cet examen. Alors je vous invite maintenant à écouter les témoignages de chefs d'entreprise, Éric Steimlé et Benoît Brissinger. Tout naturellement, lorsque j'ai fait appel à mon expert comptable,
il m'a conseillé d'adhérer à un centre pluridisciplinaire de gestion. Ça fait 30 ans que je suis adhérent au centre de gestion, donc ça m'a paru important au départ parce qu'évidemment on avait droit à quelques petites exonérations et soyons assez humbles et assez francs, je l'ai fait au départ uniquement pour ça. J'ai vite compris quand même qu'il n'y avait pas que ça au centre de gestion et que c'était un vrai partenaire. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai rencontré énormément de gens et ça m'a paru extrêmement important de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Et aussi, par leur regard qui était différent de mon expert comptable, eh bien, j'ai appris énormément de choses grâce au centre de gestion. Et puis, n'oublions pas les formations, là où on rencontre énormément de gens, mais aussi on arrive à prendre du recul. C'est-à-dire que se poser de temps en temps pour aller en formation grâce au centre de gestion, je trouve ça extraordinaire. Le CF pour moi c'est important parce que j'ai besoin d'un regard en fait de ce que je fais et de ce que je pratique. Je suis paysagiste, jardinier paysagiste et je n'ai pas la prétention de savoir archiver mes dossiers correctement. Je l'ai toujours fait mais est-ce que je le fais bien, c'est pas sûr. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vient voir si c'est bien fait et qui me conseillera et en plus qui donnera une confiance un petit peu entre moi et le fisc qui sera supérieure. L'examen de conformité fiscale va également pouvoir être demandé par certains organismes comme les banquiers. Et de ce fait, le Centre pluridisciplinaire de gestion en association, bien entendu, avec mon expert comptable, va permettre la transmission de ces données de façon plus aisée et plus sécurisée et plus sereine pour moi. Avec cette nouvelle mission de l'ECF, je pense que, puisqu'il va y avoir un choix possible, je vais continuer à faire le choix de mon centre de pluridisciplinaire de gestion, puisque d'abord, il a mes dossiers depuis de très nombreuses années, puisqu'il a une expertise de l'audit comptable depuis des années et qu'il a toujours travaillé en concert avec mon expert comptable pour aboutir à finalement une carrière qui était relativement sereine du point de vue de la charge comptable et fiscale. Et ça, c'est très important pour moi et ça a été très important pour moi au cours de ma carrière. Alors on a appris que les aides allaient baisser évidemment, donc on s'est posé la question avec d'autres chefs d'entreprise et on s'est dit mais quel est l'intérêt de rester au centre de gestion? Eh bien le premier intérêt évidemment c'est les rencontres et puis le deuxième intérêt aussi c'est d'avoir un deuxième regard que l'expert comptable sur une envie de faire évoluer son entreprise et surtout d'avoir un regard et un miroir de l'entreprise. Et en cela le centre de gestion évidemment est un œil différent que mon expert comptable. Alors Franck, finalement, quelles sont les entreprises visées par l'ECF? Alors ça brasse relativement large puisque ça concerne toutes les entités qui exercent une activité professionnelle, qu'elle soit artisanale, industrielle ou commerciale, quel que soit leur régime d'imposition ou leur chiffre d'affaires. Ne sont pas concernées certaines activités, notamment les activités de gestion de patrimoine, les loueurs en meublé non professionnels, puisque ce n'est pas une activité professionnelle, puis c'est du non professionnel, les loueurs de fonds, les activités de production d'électricité photovoltaïque, les associations à but non lucratif et les éleveurs de chevaux hors sol, notamment, la liste n'étant pas exhaustive. Alors, le contenu de la mission comporte un chemin d'audit avec 10 points. Je t'invite à nous expliquer en quoi ça consiste. L'administration fiscale agit comme un auditeur. Donc, en tant que commissaire aux comptes, je me sens un peu à la maison avec cette démarche-là. Et effectivement, elle a un chemin d'audit en ayant fixé 10 points sur lesquels elle va faire son analyse. Et ces 10 points sont la conformité des fichiers des écritures comptables avec ce qui est prévu par les textes, la qualité comptable du fichier des écritures comptables, notamment au niveau du respect par rapport aux principes comptables existants. Le fait que le logiciel qui fournit ce fichier des écritures comptables détienne un certificat agréé indiquant qu'il est conforme aux obligations. Quatrième point, le respect des règles sur les délais et les modes de conservation des documents, mais également la validation du respect des règles en matière des différents régimes d'imposition, régime simplifié, TVA, fonction de la nature de l'activité et du chiffre d'affaires. Un autre point, c'est les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal. Également les règles de détermination et le traitement fiscal des provisions.
Également, les charges à payer, règles de détermination, traitement fiscal, la qualité et la déductibilité des charges exceptionnelles, et pour finir, le respect des règles d'exigibilité en matière de TVA. Alors, sur cette question de l'ECF, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter l'avis de Christian Berthold. Le sujet de l'ECF est un sujet d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait un certain temps maintenant qu'on en discute. Nous, en tant que professionnels experts comptables, qu'on en discute aussi avec les associations de gestion agréées. Je dois dire que les relations, du moins dans le Grand Est, avec les organismes de gestion agréés sont excellentes. Et ce qui fait qu'on va pouvoir travailler, je dirais, main dans la main sur ce sujet-là. Et notamment, parce que je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un sujet, quand on le survole, ça paraît simple, mais quand on regarde dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et même si en tant que professionnel, dans nos missions, on fait déjà une grande part du travail, faire un ECF de façon, je dirais, pertinente, satisfaisante, exige quand même des travaux complémentaires. Et certains experts comptables n'ont pas forcément envie de faire cet examen de conformité fiscale, auquel cas les organismes de gestion agréés sont tout à fait indiqués pour prendre cette mission de façon tout à fait, je dirais, satisfaisante. Et les relations entre experts comptables et organismes de gestion agréés sont évidemment dans leur évolution destinées à faciliter ces opérations. Et maintenant, Jean-Jacques Hellé, qui va nous donner son point de vue à propos notamment des questions relatives au secret professionnel. Cette mission peut poser question, ou me pose à moi, là je mets ma casquette d'expert comptable, me pose problème au niveau de l'indépendance et du secret professionnel. En effet, donc l'expert comptable que je suis a une relation exclusive avec son client, il rend compte à son client. Et aujourd'hui, on voit que l'administration s'est immiscée dans cette relation en formant un ménage à trois. C'est perturbant. Et donc là-dessus, les confrères qui sont dans cet état d'esprit peuvent très bien déléguer l'exécution de cette mission ECF à nos OGA, donc au CPG et au CGA, qui sont vraiment la meilleure alternative pour réaliser cette mission en bonne et due forme. Alors Corinne, cette mission est établie dans le cadre d'un contrat de prestation entre l'entreprise et le conseil que celle-ci aura choisi. Tout à fait, c'est une prestation contractuelle donc qui doit faire l'objet d'un contrat entre l'entreprise et le prestataire qu'elle a choisi. Il y a un modèle de contrat qui est proposé en fait dans l'arrêté du 13 janvier 2021, mais modèle qu'il va falloir adapter en fonction des situations concrètes. Cependant, en fait, il y a un certain nombre de mentions obligatoires qui devront figurer dans ces contrats dans tous les cas. Déjà la période sur laquelle porte l'examen de conformité fiscale, les droits et obligations des parties, la liste des points du chemin d'audit et la rémunération du prestataire. La fin de cette mission, c'est un compte-rendu. C'est ça. Donc le départ, c'est le choix du prestataire et la signature de la lettre de mission. Ensuite, il y a les 10 points du chemin d'audit, donc ce sont les travaux qui sont réalisés. Et à la fin, il y a établissement d'un compte-rendu de mission. Tout ça est normé et prévu en fait par le décret du 13 janvier 2021 qui est le texte fondateur de cette mission. Donc un compte-rendu de mission qui va devoir être établi par le prestataire et qui va devoir être transmis par le prestataire à l'administration fiscale pour le compte du client. En principe, donc, cette transmission se fait de manière dématérialisée par la procédure TDFC. Et ensuite, le document va devoir être conservé pendant toute la période de prescription fiscale. Donc, au niveau en fait de ce compte-rendu de mission, ça va être en fait un document relativement complet, parce qu'il va contenir en fait tout un ensemble d'informations. Déjà, il va désigner l'entreprise, la période, etc. Mais au-delà de ces informations générales, il va donner une conclusion générale sur la mission et ensuite des conclusions sur chaque point. En ce qui concerne les conclusions générales, tout va dépendre en fait de la manière dont la mission s'est déroulée, puisqu'en fait la conclusion à laquelle on devrait normalement aboutir, c'est l'absence d'anomalie, c'est celle qui devrait intervenir le plus fréquemment. Ou alors absence d'anomalie après régularisation,
Troisième type de conclusion, transmission d'une déclaration rectificative à la demande du prestataire. Quatrième conclusion, et là on passe dans des choses un petit peu moins, je dirais, consensuelles, présence d'anomalies non régularisées. Et enfin, dernière conclusion, présomption de fraude ou de dissimulation. Donc ça, ce sont les 5 conclusions possibles, conclusions générales au niveau de ce compte-rendu de mission. Mais au-delà de ces conclusions générales, le compte-rendu de mission va devoir apporter des conclusions sur chacun des points du chemin d'audit qui aura été vu, pour dire d'une part si le point est conforme ou pas, et donner encore des informations supplémentaires sur des méthodes qui auraient été utilisées ou bien, en cas de non-conformité, sur des constatations qui auraient été faites. Donc, le décret et l'arrêté donnent les précisions et il convient de s'y référer pour prendre connaissance très exactement de cette réglementation. Je donnerai un exemple sur le dernier point d'audit, sur les règles d'exigibilité en matière de TVA. Le compte-rendu devra indiquer si le point est conforme ou pas. Il devra indiquer s'il y a des secteurs d'activité distincts dans l'entreprise. Il devra donner des indications sur la méthode ou les critères retenus par l'entreprise. Il devra indiquer les anomalies en matière de TVA collectée, donc le montant notamment, ainsi que les anomalies en matière de TVA déductible. Donc, chaque point devra être détaillé de cette manière-là. Là, c'est juste un exemple sur l'un des points. Donc, un document très, très complet. Alors, est-ce que le CF est appelé à se substituer à l'EPS ? Il y a une disposition particulière qui a été adoptée le 21 juillet 2021, mais qui a été publiée tardivement le 29 octobre 2021, qui permet en fait une substitution de l'ECF à l'EPS. Bon, on est dans les acronymes, mais pour faire simple, on parle là des professionnels qui sont adhérents d'un organisme agréé. Ces professionnels, en fait, l'organisme agréé fait 2 types de missions, le CV et l'EPS. L'EPS, en fait, c'est l'examen périodique de sincérité par lequel, en fait, on demande un certain nombre de pièces comptables et on vérifie la conformité de ces pièces comptables sur le fond et sur la forme par rapport à la réglementation fiscale. Donc, en fait, ce texte, qu'est-ce qu'il dit ? Il permet, lorsque un client est sélectionné pour l'EPS, le texte permet, en fait, de réaliser l'ECF à la place de l'EPS. Et donc, ça permet en fait à ce client-là de bénéficier d'une part de la non-majoration, puisque le CV sera de toute façon réalisé par l'organisme agréé pour lui, mais ça lui permet aussi de bénéficier en fait de la nouvelle mention express, puisque le CF se substitue et apportera donc une garantie fiscale supplémentaire. Alors, précision, si jamais la mission ECF n'est pas menée à son terme en 2022 sur 2021, ce professionnel fera obligatoirement l'objet d'un EPS l'année suivante. Alors, à propos de ces questions de l'EPS notamment, je vous invite à écouter Jean-Jacques Hellé. L'ECF remplacera l'EPS puisque l'EPS se terminera avec la fin des missions des centres et donc le législateur a déjà ouvert la porte à l'application de cette mission dès cette année pour les gens qui sont concernés par une mission EPS. Alors, en quoi concernait une mission EPS ? Une mission EPS consistait en vérification de pièces justificatives de dépenses, ce qui, pour les cabinets ou pour les contribuables concernés, demandait un travail de collecte préalable. Donc là, effectivement, partir dans une mission ECF allégera également le travail et donnera une bonne opportunité pour mettre en route cette nouvelle mission ECF. Corinne, le calendrier prévisible. C'est un calendrier qu'il faut voir maintenant parce qu'en fait, lorsqu'on substitue la mission, c'est très rapidement qu'on va entrer dans le vif du sujet. Les organismes agréés ont transmis fin janvier la liste des adhérents sélectionnés à l'EPS au cabinet d'expertise comptable. Donc les cabinets savent à présent quels sont ceux de leurs clients qui ont été sélectionnés pour l'EPS.
Février-mars, en fait, il va falloir que les cabinets demandent à leurs clients s'ils veulent une substitution de mission. Donc il faut présenter cette substitution et voir si les clients adhèrent à cette substitution de mission. Si c'est le cas, à partir de ce moment-là, sur mars-avril, il faudra choisir le prestataire pour réaliser l'ECF et établir la lettre de mission. Ensuite, l'ECF en fait, doit être déclaré à l'administration fiscale, puisqu'en fait, la première page de la déclaration de résultat contient une case à cocher pour mentionner que l'entreprise se soumet à l'ECF. Et enfin, dès que la déclaration de résultat est déposée, la mission démarre et elle va devoir être conclue dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de résultat ou au 31 octobre au plus tard. Elle se conclut en fait par la transmission du compte-rendu de mission à l'administration. Alors, l'ECF, vos mentions express, ça demande quelques précisions? Tout à fait. Il faut cocher, comme le précisait Corinne tout à l'heure, la case de la mention express sur la déclaration fiscale. L'intérêt de l'ECF, c'est ensuite des absences de pénalité. Notamment en cas de dépôt d'une déclaration rectificative, il n'y a pas d'intérêt de retard ou de pénalité qui sont facturés. Lorsqu'il y a un point fiscal qui a été visé par le point d'audit, il n'y a pas d'intérêt de retard qui sont facturés. Et en cas de redressement fiscal, il y a remboursement par le prestataire qui a réalisé l'ECF de la quote-part des honoraires qui correspond au contrôle du point d'audit qui est redressé. Ce qui sous-entend que le prestataire puisse, dans sa facturation, distinguer les honoraires pour les 10 points d'audit relevés. Ça ne facilite pas la tâche du prestataire. La conclusion, la mise en œuvre, ça commence à se faire? La mission, en fait, devient véritablement opérationnelle en 2022, parce qu'en fait, en 2021, début 2021, elle a été créée. Elle était faisable en 2021 sur 2020, mais par contre, il n'y avait pas d'outils. D'une part, il n'y avait pas d'outils informatiques, et d'autre part, les comptes rendus de mission devaient être transmis en PDF. L'administration n'était pas en mesure de les recevoir par la voie TDFC. Là, en fait, on passe dans la phase opérationnelle, puisque, en principe, l'administration va pouvoir recevoir les comptes rendus de mission en dématérialisé. Et nous, de notre côté, on a également mis en place l'outil informatique et le système d'information qui permet de gérer l'ensemble de la mission. Donc les lettres de mission, la traçabilité des opérations de travail sur le chemin d'audit, l'édition des comptes rendus de mission, tout le process en fait relatif à la mission. On a l'outil informatique pour le faire. Donc c'est une mission en fait qu'il faut voir de manière un petit peu plus globale, puisque elle se place en fait dans le cadre d'une relation globale avec l'administration. Le contrôle fiscal va vraisemblablement encore évaluer. On va bientôt passer à la facture électronique, au e-reporting. Donc l'administration, par le biais de l'ensemble de ces procédures, aura une connaissance des entreprises dont l'ECF sera un des éléments. Je vous propose d'écouter le mot de la fin qui est confié à Jean-Jacques Hellé. Les missions sont effectivement appelées à évoluer. Alors les OGA alsaciennes, de la maison de la comptabilité, que sont le centre pluridisciplinaire de gestion et le centre de gestion Alsace, ont toujours travaillé en étroite collaboration avec la profession comptable. Il n'y a aucune raison que cette bonne relation change. Voilà, merci à nos spécialistes pour leurs éclairages et toutes ces informations. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés avec attention. Je vous rappelle que cette série de 4 émissions télévisées de présentation de la loi de finances 2022 a été montée par les notaires, les experts comptables, le Centre pluridisciplinaire de gestion et le Centre de gestion Alsace. L'ensemble des informations, d'abord des 4 émissions, bien entendu, consacrées à la fiscalité des particuliers, des entreprises, au nouveau statut des indépendants, ainsi, bien entendu, aux relations avec l'administration fiscale qui fait l'objet de cette émission-là. Tout cela est disponible sur les sites internet des organisateurs, ainsi que la documentation qui a servi également à bâtir l'ensemble de ces conférences avec beaucoup plus de précision encore que celles que nous avons pu vous donner au cours de ces 4 émissions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie et je vous dis au revoir.